Bon, on va faire à la fois un petit live d'une petite demi-heure, mais en même temps l'émission YouTube en simultané avec les news, les infos et un peu de chart juste derrière. Donc on va faire comme d'hab le doublon et j'essaierai de répondre aussi au chat si vous avez des petites questions en cours de route. Mais voilà, on va essayer de faire demi-heure, ça serait pas mal, parce qu'après pour YouTube, c'est hormis les podcasts entre guillemets comme on fait le lundi. Je sais que vous aimez bien les formats un peu plus courts du côté de YouTube. Alors, on va pouvoir y aller pour les news. Les ETF, hier, on a eu 129 millions d'inflow au niveau du Bitcoin, donc plutôt pas mal, mais on voit que cet été, c'est plutôt flat, depuis le mois de février, mars, avril, où ça bougeait énormément. Mis à part le petit pic qu'on a eu début juin ici, on était repassé en territoire négatif sur la première quinzaine de juin. Et là, on récupère un petit peu d'inflow, donc ce qui a permis de faire respirer le cours à la hausse, puisqu'on a eu un Bitcoin qui est venu chercher hier 63 500 dans ces eaux-là. Un Ether qui, selon Income Sharks, pourrait nous pousser à nouveau, ce qui pourrait s'apparenter à un bull flag. On va voir donc si on en trouvera la même résolution que la dernière fois, sachant que on pourrait avoir l'approbation in time soon au niveau de ces ETF Ether. On va voir ce que ça va donner. On a quand même Gary Gensler qui joue un peu au jeu du chat et de la souris, j'ai l'impression, et notamment, on en avait parlé dans la dernière émission avec l'attaque, la poursuite à nouveau de Consensus, mais pour la partie staking qui serait liée à MetaMask, Lido, Rocket Pool, enfin voilà. Pour l'instant, c'est plutôt cette partie-là qui, selon la SEC, devrait être requalifiée de security. Et quelque part, ça va un peu dans le sens aussi de ce qu'on avait vu précédemment avec le retrait, souvenez-vous, des ETF spot, de la demande de staking intégrée. Donc à partir du moment où ça a été enlevé, on a eu derrière une approbation, en tout cas de la première partie, puisque là, il manque encore un volet de ce côté-là. Et on va voir donc, normalement, ça devait être entre le 7 et 8 juillet. Il y en a qui pensent que ça pourrait être repoussé jusqu'en août pour attendre la deadline de BlackRock et que tout le monde soit approuvé en même temps. En tout cas, pour l'instant, ça suit son cours, comme disent les Avax Boys, et ça se passe plutôt pas mal. On a Investing qui révélé que la France, au niveau de toutes les réglementations antitrust, pourrait préparer une action contre Nvidia pour des pratiques anticompétitives et en gros tout ce qui est monopole. Donc voilà, c'est plutôt marrant une fois de plus que ça soit la France qui vienne chercher les superstructures américaines, et notamment depuis que Nvidia a franchi les 3000 milliards de capitalisation. Comme je disais tout à l'heure sur le Discord un peu en rigolant, peut-être qu'ils viennent chercher l'argent là où il est. Mais voilà, comme le dit le même, pas mal c'est français. Les actions minières hier et pas que, qui ont poussé des petites perfs sympas. On avait Marathon à presque plus 14%, CleanSpark à plus 12 et des brouettes, Riot à plus 9, Tesla à plus 6 et Coinbase à plus 5. Ça a peut-être un peu retracé en cours de route, mais on a des breakouts qui sont en train d'être faits, notamment sur Marathon et Riot. On avait vu les petits charts qui sont partagés régulièrement par Jack ou Jastic et qui sont très bien foutus. On arrive en bout de compression. Tri News qui met en avant que la SEC de nouveau poursuit la Silvergate Bank pour fraude par rapport toujours aux securities. Silvergate qui a été parmi les principales banques à faire le pont institutionnalisé pour les fiat on-off ramp pour tout ce qui était crypto. Voilà, c'est pas une méga news en soi, mais on sent que la SEC tire ses dernières cartouches avant peut-être de tirer sa révérence lorsqu'il y aura un nouveau président. Toujours avec la SEC, donc, et Goku, qui accuse officiellement dans un communiqué de presse, comme on le disait à l'instant, Consensus Software, de proposer des titres non enregistrés via MetaMask Staking et d'opérer en tant que broker non enregistré aux États-Unis. Ça aussi, en soi, je pense pas que ça ait de grandes chances d'aboutir, mais à voir, comme d'hab aux États-Unis, on ne sait jamais sur quel pied danser. On peut avoir, selon les juges aussi, ou selon l'État où ça va être mis en avant, des résultats qui sont un peu différents que ceux auxquels on peut s'attendre.
On avait Watcher Guru qui mettait en avant que Coinbase se lie à l'US Marshal Service aux États-Unis toujours pour permettre justement de faire ce pont-là pour les saisies peut-être aussi, pour l'achat, la vente et la conservation. Donc ce qui est marrant, c'est que les États-Unis eux-mêmes essayaient de mettre des bâtons dans les roues à Coinbase. Et au final, voilà, petit à petit, on sent malgré tout que la pieuvre est en train de s'étendre. C'était l'info principale d'hier et une bonne nouvelle pour USDC puisque Circle, via le CEO Jérémy Allaire, ont fait hier donc un petit meet-up pour déclarer que c'était le premier stablecoin adossé au dollar qui est compliant par rapport à MiCA en Europe. Donc, aucun souci de notre côté pour continuer à utiliser USDC. Je n'ai pas encore la réponse pleine et entière de ce que ça va faire par rapport à USDT, qui apparemment, pour l'instant, n'ont pas l'air de vouloir être MiCA compliant. Donc, on va voir ce que ça va donner sur un horizon de temps de quelques mois de plus. Je ne pense pas que immédiatement cet été, il faille s'en inquiéter ou même s'en inquiéter tout court, puisque les USDT continueront d'être mondialisés et d'être échangeables partout où on le souhaitera. Mais pour les personnes qui sont sur le sol européen, on risque sur les échangeurs centralisés d'avoir de nouveau des bâtons dans les roues autour de tout ça. Donc, pour les personnes qui détiennent massivement de l'USDT ou qui n'utilisent que ça et qui sont en Europe, voire en France, peut-être de voir petit à petit, pour à minima, avoir une balance un peu split avec de l'USDC qui, pour l'instant, est celui qui a l'air d'être choisi. On a l'Euro C aussi de Circle qui est compliant. Et j'ai vu passer un petit dernier hier, je crois que c'était celui de Société Générale Forge, mais que quasi personne aujourd'hui n'utilise. Donc voilà, je parle bien entendu du principal. C'est une bonne nouvelle qu'ils aient ce feu vert aussi par rapport à l'Europe, ce qui fait que probablement on a aussi un enjeu à la fois un peu politique, mais aussi de développement de Coinbase sur la zone euro. Et on avait vu que Kraken aussi cherchait à acquérir des exchanges. D'ailleurs, récemment, c'était Bitstamp qui avait été vendu à je ne sais plus qui d'ailleurs. Vous me direz dans le chat. Kraken qui avait peut-être... non, c'était pas Kraken qui avait racheté Bitstamp, je ne sais plus. Bref, il y a eu une vente... oui, Robinhood, exactement, by Sacha. Donc, on a eu Robinhood qui a racheté Bitstamp pour d'ailleurs une somme assez importante de souvenirs. Mais voilà, en ce moment, on a quand même les États-Unis qui essaient d'étendre d'un point de vue des plateformes un certain monopole jusqu'à l'Europe, et l'Europe qui, elle, régule finalement et va très certainement louper ce train-là d'un point de vue de ce qu'elle aurait pu apporter en tant que telle et pas en tant que satellite des États-Unis quelque part. Le Bitcoin et Ether qui semblent aujourd'hui légitimement occuper la première et seconde place, tant au niveau du market cap que dans nos portefeuilles, pour ceux qui ont des portefeuilles long terme. Et je posais la question, et vous allez pouvoir y répondre aussi dans le chat aujourd'hui, et comme il y aura le replay sur YouTube, n'hésitez pas à répondre sur YouTube. Quel serait pour du long terme, pour vous, le top 3 qui viendrait rejoindre BTC et ETH pour un portefeuille vraiment bien assis et bien long terme? Et à ce jour, petit à petit, on a la sensation que ça pourrait être Solana. Et dans les commentaires, il y a quand même pas mal de gens qui ont mis Chainlink aussi en troisième position. Il y en a au moins entre 5 et 10 qui ont mis Chainlink. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. On avait Pedro Gomez qui nous disait Caspa. On avait Dogecoin Rocket qui nous disait tonnes de Telegram. Et je suis assez d'accord avec ça puisque c'est un des gros outsiders de ce cycle, Ton, qui pourrait petit à petit venir comme ça grappiller jusqu'au top 5, voire au top 3. Après, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer? Pour l'instant, la réponse est non, puisque c'est un actif beaucoup trop jeune. Et comme je le marquais ici, je me pose aussi la question, d'un point de vue étatique et politique, si ça posera pas quelques problèmes en fonction des pays et des affinités entre pays, justement. On a quelques personnes aussi qui ont mis le BNB de Binance, très bon token de plateforme, à ceci près que c'est un token de plateforme. Donc, je n'irai pas le hold dans un top 3 pour du portefeuille long terme. Quelques Polkadot, Atom qui peuvent très bien s'entendre. On avait également, bon là c'est un top 3 en particulier, NIR Protocol qui est revenu quelques fois. Et ensuite, il y avait des personnes qui parlaient de AAV à 5 reprises, si je ne dis pas de bêtises, avec quelques également Memcoin qui peuvent tout à fait s'entendre. Mais globalement, voilà, 2-3 multivers X aussi, IGLD. On avait souvent BTC, ETH, Link,
Link que vous pouvez choisir ou remplacer par NIR, par AAV, par quelques autres. Mais globalement, la communauté est plutôt alignée, j'ai l'impression. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que pour un portefeuille long terme, mis à part Solana, qui a l'air en l'état petit à petit d'être choisi aussi par les institutionnels et pour une demande d'ETF au comptant, au spot. Voilà, pour l'instant, c'est un top 3 qui n'a pas l'air arrêté, en tout cas. Beaucoup de personnes ont l'air de miser sur Link et c'est plutôt intéressant de constater que même quand on parle de Polkadot ou d'Atom Cosmos ou des trucs comme ça, on n'a pas forcément le volet spéculatif et l'action de prix qui, depuis le cycle précédent, a été pricé là de 2022 à 2024. Atom Cosmos, Polkadot, etc., ça a été un peu décevant jusqu'à présent au niveau de l'action de prix, mais ça reste malgré tout des projets qui sont top tier, qui ont des très bons fondamentaux, et je me demande justement sur un horizon de temps de 12 à 18 mois supplémentaires si on va avoir enfin le rattrapage du marché qui se rendra compte qu'ils ont sous-pricé depuis 2 ans ce type de projet et petit à petit, on aura un rattrapage donc au niveau des capitalisations en espérant que l'intégralité, bien entendu, du marché crypto continue de se tirer vers le haut au niveau du market cap global, puisqu'on en a besoin aussi pour permettre justement aux divers altcoins, si tant est que c'est des projets qui plaisent au marché, de les pousser un peu plus haut. On avait Tada qui débarque sur la BNB Chain, donc c'est plutôt positif aussi. Donc on va voir ce que ça pourra donner pour la suite, mais ça continue à bien se développer. On avait une Folded qui mettait en avant il y a 23 heures que Sony serait prêt à lancer un crypto exchange au Japon après avoir acquis Amber Platform. Alors, j'ai pas eu plus d'infos que ça. Je vous avouerai, hier, j'étais pas du tout là toute la journée pour regarder un peu ce qui se passait, mais ça avait l'air d'être un assez gros bail pour le coup. Il y avait pas mal de bruit autour de ça. À voir un peu plus dans le détail et à creuser. Et ensuite, on revient aux dernières informations. Pour ceux qui n'avaient pas vu l'émission de hier, donc avec les retours pour Ethereum depuis 8 ans et la saisonnalité mois par mois avec un mois de juillet-août qui est quand même pas mal rouge en général. Même septembre, c'est pas fou. Par contre, octobre, on a pas mal de vert et on voit surtout souvent pour Ethereum que c'est le Q1, voire jusqu'en avril-mai où on a vraiment quelque chose d'un peu plus positif. Donc, on va voir cet été si l'approbation terminale, finale de ces ETF spot pourrait être pour Ether le bon endroit, le bon moment. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui, pour moi, a déjà été pricé. Je pense pas que c'est un truc qui va faire exploser immédiatement Ether. Peut-être qu'on reverra les 4000 $ au moment de l'approbation, mais après, je pense qu'on aura besoin d'un vrai renouveau, d'un retour de liquidité, d'un pivot de la Fed, de liquidité d'un point de vue macro mondial qui sont en détente et qui viennent petit à petit fuir le dollar pour revenir dans le marché action et par corollaire le marché crypto, chercher du risque. Et là, on aura quelque chose d'un peu plus pertinent pour le marché crypto pour essayer d'aller chercher les fameux 100 000 $ sur Bitcoin. Salut le moutle rouge, je vais passer donc au chart. Je pense qu'on a fait un petit quart d'heure sur les news, c'est très bien, on est dans le timing. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit à dire dans le chat, j'essaierai d'y répondre juste ensuite. Je vais partager mon écran de TradingView et le replay sera disponible sur YouTube après dans la foulée, bien entendu. Donc le Bitcoin, pour l'instant, il a sauvé les meubles sur la semaine dernière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on avait la sensation que de nouveau c'était la pente glissante ici quand on est revenu sous les 60 000. Ça a tenu à 2 reprises cette zone où on voit qu'on a des corps de bougies qui vraiment sont en mode holo. C'est, je sais plus comment ça s'appelle en chandelier japonais. Il faudrait vraiment que je révise mes basiques, mais c'est des marteaux ou bref, j'ai plus le terme technique, donc je vais éviter de dire des bêtises. Mais globalement, comme on peut l'observer ici, notamment mars 2023,
on avait eu ce type de marteau et derrière, on a enquillé une monstro-bougie de volume. Or là, pour l'instant, on a la liquidité qui est absorbée dès lors qu'on revient sous les 60 000, mais on est en pleine zone estivale et on manque justement de cette liquidité ou de cet entrain ou de quoi que ce soit sur le marché crypto. On peut constater régulièrement que d'un point de vue on-chain, d'un point de vue spéculatif et de tout ce qui va bien, on est revenu à souvent des niveaux qui étaient autour de niveaux de bear market. On peut le constater aussi sur Ether, qui quand bien même aujourd'hui il est à 3450 $, on a des GUE, des frais d'utilisation qui sont aussi bas qu'en 2016. C'est du jamais vu. Donc, je pense qu'on est dans un véritable mini désintérêt intermédiaire au niveau du marché crypto, ce qui, en l'état, peut être positif aussi pour nous en tant que spéculateurs, d'avoir un désintérêt avec des prix qui sont malgré tout aussi hauts déjà par rapport au halving. Et derrière, le mieux qui puisse nous arriver, ça serait qu'on continue de faire le yo-yo, de latéraliser au cours de l'été sans faire un nouveau point bas. Le pire, entre guillemets, qui puisse nous arriver, puisque ça ferait mal au portefeuille, mais ça ferait plaisir aux recharges, ça serait de revoir cette zone comprise entre 52 000 $, je vais vous mettre un petit rectangle, et les 48 000, 49. On a une belle zone ici de travail. Donc, je sais pas si on reverra cette zone, mais ça voudrait dire que le M-Top s'est activé ici et ça serait pas super glorieux pour la fin d'été, mais ça peut arriver, bien entendu. On a une autre zone légèrement plus bas à 42-43, mais là, ça voudrait dire que ça s'est un peu plus sérieusement gâté pour le coup et que on aurait une correction qui serait quand même assez vénère pour le coup. Pour l'instant, tant que ça ne s'est pas activé et qu'on a la liquidité qui absorbe ici, on va plutôt jouer le fait que on arrive à défendre cette zone. Et pour les optimistes, donc plus tard, ça se passera autour de 72 000 $, puisqu'on a pas mal de zones de travail ici, avec notamment ce micro double top qu'on avait eu récemment. Donc 72 000 à faire péter pour plus tard, pour espérer rallier dans un premier temps la première zone ici de mon bloc vert, avec la petite trend, les 2 points, 2-3 d'ailleurs, et qui pourrait être touché une deuxième fois selon l'horizon de temps. On voit que si on y montait aujourd'hui, on serait plutôt à 85. Si on y monte entre la fin d'année, début 2025, on est plutôt à 90, selon le rythme que ça prend. À ceci près que j'espère bien entendu, comme bon nombre d'entre vous, que lorsqu'on renversera de nouveau la polarité au profit des acheteurs, qu'on ira empiler de nouveau des bougies un peu plus verticales, ce qui permettrait de faire péter les 85 et d'aller chercher dans un premier temps les 100 000 $ où nous attend l'extension de Fibo 1,618, ce qui serait déjà plutôt pas mal pour ce cycle. Après, je sais bien entendu qu'il y a bon nombre de gens qui attendent plus que ça, 120, 130, 150, 200 ou que sais-je. Personnellement, comme je l'ai souvent dit sur la chaîne, je préfère partir un peu pessimiste sur mes targets que d'avoir de trop grands objectifs et derrière de ne prendre aucun profit, de ne pas respecter le plan et d'être déçu. Au moins, si ça se passe comme début 2021, début 2025 par exemple, on n'aura que des belles surprises et tout le monde sera très content. Si ça se passe pas comme on veut et que Bitcoin, pour X ou Y raison, venait à s'arrêter à 85, 90 et ne va pas de nouveau chercher ses 100K, au moins on ne sera pas déçu et petit à petit, ça nous permet de nous faire à cette gymnastique et notamment celle de la prise de profit, puisque je le rappelle, c'est très important, comme avait dit Manu lors d'un des derniers lives, même avec 10 balles, de s'entraîner régulièrement à prendre des profits, puisque c'est pas quand on a des grosses sommes qui se sont imprimées sur les wallets que vous allez vous sentir plus à l'aise de ce côté-là pour prendre justement des profits. Donc, de même que c'est assez facile finalement pour acheter la plupart du temps, il faut que ça devienne aussi assez naturel de vendre et de prendre des profits pour engranger du capital au fur et à mesure et pouvoir le redéployer lorsqu'il y aura des baisses qui seront un peu plus prononcées et notamment la fameuse méga baisse qu'on appelle le bear market. Et effectivement, comme disait Sacha, dans le range on s'ennuie, tout à fait d'accord, et j'ai l'impression que ça va durer encore plutôt quelques semaines et c'est le postulat qu'on avait au printemps avec un été qui sera un peu morose. Et
finalement, même quand on regarde 2017, 2021, enfin les années vraiment où ça a été très porteur pour le marché crypto, 2017, je crois qu'on avait évolué positivement un peu au cours de l'été, mais ça reste des périodes qui sont quand même assez molles pour l'intégralité des marchés. On va regarder Ether vite fait, puisqu'en ce moment, c'est quand même sur lui que tous les yeux sont tournés par rapport à cette approbation finale. Moyenne mobile 20 ici, qui est pile poil alignée autour de 3 400 $ et qui a été défendue, mais on peine quand même à avoir voilà, du volume, de l'entrain. Ça reste assez mou, exactement comme sur Bitcoin, à ceci près que sur Bitcoin, eh bien, on a les fameux ETF inflow qui arrivent par vague. Alors, de temps en temps, c'est négatif, mais là, depuis quelques jours, c'était revenu au positif. Les zones pour Ether, les 3004, c'est la zone de neutralité du moment. Le point bas du range, pour l'instant, est autour de 2009. Si on descend d'un étage, on va visiter une zone comprise entre 2005 et 2004. Et si vraiment c'était horrible, qu'un jour on revoit un Ether à 2000, 2100, là, ça serait un peu un no-brainer puisqu'on est désormais même aligné à 2002 avec la moyenne mobile 200. Il y a assez peu de chances, notamment post-approbation ETF, qu'on revoit un Ether à 2002. Mais comme d'habitude, je préfère vous donner toutes les targets. Le plafond de verre a pété pour Ether 4000, 4100, rallié dans un premier temps les 4950 à 5000, et ensuite on a des extensions de Fibo qui nous conduisent pour la toute première autour de 7500 $, pour la seconde autour de 11005. Je pense que c'est de l'ordre du possible de voir un Ether, si toutefois Bitcoin était autour de 100 000, autour de 10 000 $ pour ce cycle. Pourquoi? Puisque Ether a moins de longévité que Bitcoin, moins de market cap, et probablement on peut le faire bouger avec moins d'argent. Donc, il faut toujours prendre en considération, et c'est ce qu'on a pu très bien voir du côté de Bitcoin, alors qu'il n'y avait pas non plus des liquidités complètement dingues début 2024, en fonction du market cap et en fonction du supply circulant d'un coin ou token. Par exemple, si vous mettez, pour vous faire un résumé assez simple, parce que ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu, si vous mettez 1 $ sur Bitcoin aujourd'hui, ça peut potentiellement faire bouger le market cap et donc derrière son prix de 3 $, 4 $ ou quelque chose dans ces eaux-là. C'est pour ça que souvent, on parle en milliards, dizaines de milliards d'inflows ou des trucs comme ça. Et ça peut paraître anecdotique, puisque aujourd'hui, on a un crypto total qui est à 2260 milliards. On se dit 10 milliards sur Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Mais si ces fameux 10 milliards vous font bouger le market cap de 50 ou 100 milliards, là, de suite, ça a un impact qui est un peu plus important, vous vous en doutez bien. Et donc, Ether, qui, au dernier cycle, entre le point bas des 80 $ et le point haut des 4950, nous a fait un x60. Si on prend en considération qu'on était ici autour de 880 $ et qu'un simple retour à la TH, ça nous fait à peu près un x5, on pourrait bien entendu viser voilà, entre x5 et x10, et pour les plus optimistes, plus que ça, sans remettre en considération le fait que pour l'instant, Ether reste malgré tout, j'ai envie de dire, fidèle à lui-même. On a vu récemment avec l'apparition de Mega ETH, un projet sur lequel bon nombre de gros noms de l'écosystème ont investi en seed autour de 20 millions, qu'ils essaient petit à petit d'amener Ether vers plus de scalabilité, plus de transactions par seconde. Et malgré tout, à chaque fois que ça se fait ou que c'est proposé, ça se fait sur des layers supplémentaires. Layer 2, layer 0, layer 3, enfin bref, on pourra les appeler comme on veut. Donc la question que je me pose de mon côté, c'est pourquoi ne pas mettre les bouchées doubles sur Ether layer 1 pour petit à petit le faire devenir ce qui de base il devrait être. Quand on voit la roadmap qui est proposée et qui est mise à jour régulièrement avec un schéma qui ressemble à une centrale nucléaire par Vitalik Buterin, clairement, dans 5 ans, peut-être 10 ans maximum, mais j'espère que ça sera plutôt sur un horizon de temps de 5 ans, une fois que Ethereum aura fini l'intégralité de toutes ces grosses transitions, de toutes ces grosses mises à jour et de tout ce qui va bien, on pourra avoir un Ethereum Layer 1 qui n'aurait même plus besoin de ces Layer 2 ou des trucs comme ça. Tant qu'on n'en est pas arrivé là, eh bien entendu, on aura besoin de Layer 2,
de scalabilité, de frais qui sont amoindris, de transactions par seconde qui bombardent. Et c'est ce qui aussi a permis au travers du temps d'ailleurs de laisser s'engouffrer dans cette brèche bon nombre de Ethereum killers, bien qu'aujourd'hui ça ne soit plus du tout à l'ordre du jour. Mais c'est ce qui a fait qu'on a vu beaucoup d'autres blockchains se créer qui ont essayé de suppléer et d'améliorer ce que Ethereum faisait pas encore assez bien. Mais bon, à ce jour, quand on peut constater la traction qu'il y a eu et le nombre de choses qui sont construites sur Ethereum Layer 1 comparativement à quand on regarde le reste de l'écosystème des Layer 1 dans leur ensemble, bien entendu qu'on peut avoir du Solana qui a une très belle traction aussi, qui est en train de redistribuer certaines cartes, etc. Mais pour rattraper ne serait-ce que tout ce qui s'est construit sur Ethereum depuis 2015-2016 à aujourd'hui, vous vous doutez bien que Solana, par exemple, aurait besoin de tout autant de temps, c'est-à-dire 4-5 ans supplémentaires pour arriver ne serait-ce qu'au stade où en est Ethereum aujourd'hui. Alors ça peut ne pas être tout à fait vrai, ça, puisqu'on peut avoir des accélérations qui sont assez exponentielles en termes d'utilisateurs et en termes de technologie à des moments donnés, à des points clés. Mais en l'état, je pense que c'est un peu le premier arrivé, premier servi et premier gagnant. C'est exactement ce pourquoi aujourd'hui Bitcoin est si fort aussi, au-delà de sa force de proposition, bien entendu, mais qui fait que pour moi, Ethereum, en termes de ce qu'il propose, est assez indétrônable aujourd'hui, en ayant un point de vue où oui, je suis investi sur Ethereum, donc peut-être je suis biaisé, mais je détiens aussi du Solana, je détiens du Atom, je détiens du Polkadot, je détiens du Elrond, du Avax. Donc voilà, je pourrais dire à peu près pareil pour les autres si les autres étaient en train d'un seul coup remplacer Ethereum, mais aujourd'hui, en étant tout à fait humble, entre guillemets, ça n'est pas le cas. Donc voilà, j'espère bien entendu, comme vous tous, que Ethereum nous fera un très beau cycle. Et je pense que par rapport à Ether, j'ai fini. Je vois qu'on en a une petite demi-heure d'émission. Je vais prendre une ou deux questions vite fait si vous avez des trucs pertinents ou par rapport à la chaîne ou je ne sais quoi. N'hésitez pas et j'essaierai d'y répondre. Je prends pas de chart on demande parce que j'ai vu depuis tout à l'heure qu'il y avait 2-3 personnes qui demandaient des analyses en particulier. On fera peut-être ça lors d'un prochain live. J'en ferai très certainement un autre d'ici la fin de la semaine. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais juste faire les news et les charts exactement comme on fait sur YouTube et en simultané voir un peu quel était le sentiment de votre côté. Et je vois que dans le chat, dans tous les cas, ça doit écouter en mode podcast, pardon. Donc pas plus, pas moins. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça faisait une petite demi-heure. Merci à tous d'avoir été là. Pour ceux qui étaient là en direct, on était 250 un mardi à 9h. C'est plutôt cool. Je vous souhaite une excellente journée. Courage pour ceux qui sont au boulot ou qui sont pas encore en vacances ou qui vont l'être je ne sais quand. Et voilà, c'est un bon moment pour à la fois faire des petites démarches et des petites recherches par rapport au marché crypto. Pour des personnes qui voudraient commencer à s'y investir aujourd'hui, l'été est peut-être propice aussi justement dans ces moments de creux, de calme et d'accalmie pour s'y intéresser avant d'investir. Et normalement, d'ici l'automne, en fonction des recherches que vous aurez menées, vous verrez que vous y verrez un peu plus clair. Et l'automne qui risque d'être un moment assez explosif pour l'intégralité des marchés. Merci à tous et très bonne journée. Ciao, ciao.